Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Automatiser les tests, c'est bien, mais choisir le bon outil, c'est encore mieux. Et c'est souvent là que les erreurs commencent. Trop souvent, on choisit un outil parce qu'il est tendance ou qu'il est recommandé par quelqu'un, sans vraiment analyser le contexte dans lequel l'outil doit être déployé. Résultat, des tests fragiles, une maintenance coûteuse et parfois même un abandon total de l'automatisation des tests. Aujourd'hui, on va donc voir comment bien choisir son outil d'automatisation en fonction de son contexte, de ses critères techniques, des compétences nécessaires de l'équipe et de la culture d'entreprise. En un peu moins de 10 minutes, je vais vous donner toutes les clés pour éviter les erreurs classiques et faire un choix totalement éclairé. Avant même de comparer les outils, il faut répondre à une question essentielle. Pourquoi voulons-nous automatiser? Il faut regarder vraiment nos motivations principales. Est-ce que c'est de réduire le temps d'exécution des tests, notamment ceux de la régression? Est-ce que c'est de garantir la stabilité et le déploiement de nos applications dans un pipeline de CI/CD en mode DevOps? Est-ce qu'on veut améliorer notre couverture, limiter les erreurs humaines et être plus efficace? Ou est-ce qu'on souhaite juste tester rapidement plusieurs configurations possibles, que ça soit OS ou multinavigateur? Il faut aussi regarder quel type de test on souhaite automatiser. Est-ce qu'il s'agit des tests de UI? Est-ce qu'il s'agit des tests fonctionnels pour UI ou de visualisation de visual testing? Est-ce qu'on souhaite tester tout ce qui est API, tout ce qui est mobile ou éventuellement du non fonctionnel avec des tests de performance? Parce que ce ne sont pas les mêmes outils, ce ne sont pas les mêmes choix techniques, technologiques et les mêmes compétences nécessaires. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, c'est aussi la fréquence d'utilisation et d'exécution des outils. Si on est en CI/CD et que c'est plusieurs fois par jour ou ponctuel avant la mise en production, ben, on va peut-être pas faire les mêmes choix d'outils. Quelle va être vraiment la stabilité des scénarios? Est-ce qu'on peut vraiment avoir l'ambition d'automatiser les tests d'UI dans notre contexte? Et quel va être le niveau d'interaction qu'on va avoir le produit et la connaissance produit que vont avoir les personnes qui vont automatiser ces tests? Par exemple, si j'ai un projet qui déploie en continu et qui pousse le code plusieurs fois par jour en production, je vais pas utiliser le même outil. Je vais peut-être plus l'intégrer avec un outil, Cypress ou Playwright, par exemple. Ou si j'ai une application qui sort peut-être qu'une fois par mois, peut-être que je choisirai ce même outil, mais peut-être que je choisirai un autre outil parce que c'est des temps plus longs, des exécutions plus longues. Donc ça peut jouer aussi sur les choix heu, de framework que l'on va prendre en compte dans nos critères de sélection. Un autre critère important, c'est l'évaluation technique de la faisabilité de l'automatisation et de voir comment on va choisir ce framework en fonction de ce contexte-là. Il peut être intéressant, notamment si les développeurs vont automatiser, de regarder le langage qui va être utilisé par le framework. Par exemple, c'est souvent le cas sur des API. Si j'ai une équipe qui développe en Java, je vais peut-être privilégier un framework en Java pour que ça soit plus facile et qu'ils n'aient pas à apprendre un autre langage. Et aussi l'architecture de l'application. Si on est dans une architecture monolithe ou microservice, cloud native, ça peut jouer sur le choix du framework. Il y a aussi des impacts techniques qu'il faut prendre en compte dans la faisabilité de ce qui va être automatisé. Est-ce que je vais tester des iframes? Est-ce que je vais tester du multi-onglet? Est-ce que je vais devoir tester de l'omnicanal, des applications aussi qui sont compatibles avec mobile? Est-ce que je dois être en capacité de gérer le test end-to-end? Tout ça, c'est important dans le choix de l'outil. Il faut savoir ce qui est faisable par l'outil et ce qui ne l'est pas et le prendre en compte. Et en fonction de ça, ben, on va voir quel outil on va le choisir et de façon le plus efficace. Il faut aussi prendre en compte que cet outil, il va falloir qu'il soit dans un écosystème d'outils
et donc qui puisse interagir et pousser les résultats avec votre gestionnaire de test, que ce soit X-Ray, Squash ou autre, et aussi s'intégrer avec tous vos outils de pipeline CI/CD, que ce soit Jenkins, GitHub Action ou GitLab CI, ou encore AWS ou Azure, dans sa gestion. Donc, ce qu'il faut vraiment voir, c'est comment ça va être pris en compte et combien de temps ça va prendre à être automatisé et à être géré. Donc, si vos équipes, par exemple, utilisent majoritairement JavaScript, qu'il soit QA ou Dev, alors Cypress pourrait être une bonne solution. Par contre, si vous avez besoin de faire du multi-onglet ou des choses vraiment un peu plus complexes comme celle-là, bah, Cypress a certaines limitations et donc il faut peut-être se pencher sur Playwright qui est capable de le faire ou sur d'autres solutions d'outillage. Ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est les compétences nécessaires dans l'équipe. Il faut regarder les compétences qu'on a et les compétences qu'on doit éventuellement acquérir. Est-ce qu'on est capable de les acquérir dans l'équipe rapidement ou je vais devoir recruter? Si c'est le cas, est-ce que cette compétence, on peut l'acquérir rapidement euh, et efficacement? Je prends l'exemple de quand Cypress est sorti, il y a eu une hype et tout le monde cherchait des automaticiens Cypress qui connaissaient l'outil. C'était quasiment impossible. Dans ce cas-là, il faut peut-être se dire, bah, j'ai des gens qui font très bien du Selenium, ils sont capables de monter rapidement en compétences et de le prendre en main facilement. Si l'équipe a un profil plus fonctionnel, il faut peut-être se pencher sur des outils du marché qui vont être no-code ou low-code, ou qui sont entre les deux, qui vont permettre de le gérer, et ça va être plus efficace. Et, et même une fois qu'on a fait ce choix-là, que la solution soit propriétaire ou open source, ce qu'il faut bien regarder, c'est est-ce que la documentation elle est claire? Est-ce qu'il y a une communauté active? Est-ce que il va y avoir un vrai support si j'ai des problèmes? Est-ce que ce framework est déjà utilisé dans d'autres équipes de l'entreprise? Ça, c'est intéressant parce que si tout le monde a fait le choix de Playwright et que moi je choisis Selenium, faut vraiment que ça soit justifié et que ça soit pas juste parce qu'il y a une préférence juste sur l'outil, alors que ce sera plus pratique que tout le monde utilise le même outil. Je n'ai rien contre Selenium, c'est un super outil. Il faut juste avoir une certaine cohérence d'entreprise quand c'est possible. Pour prendre un exemple, j'ai déjà vu des entreprises qui poussaient pour choisir Selenium alors que les QA n'avaient pas forcément une compétence en développement ni en automatisation. Les QA ne se sentaient pas légitimes pour pousser un choix d'outils. Et donc, ils se sont retrouvés à faire bon an, mal an de l'automatisation et des maintenances de scripts sur quelque chose qui n'était pas dans leur cœur de métier. Et on s'est vite retrouvé avec une dette technique assez énorme et un projet d'automatisation qui s'est arrêté au bout de 6 mois parce que l'équipe n'avait pas les bonnes compétences. Et quelques mois après, un nouveau projet s'est lancé avec plus une solution adaptée qui permettait de gérer les tests automatisés par des profils fonctionnels. Donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la culture d'entreprise est super importante dans le choix de l'outil. Si l'outil a l'habitude d'être avec des solutions commerciales, d'utiliser tout ce qui est Microsoft, ben, si on fait un choix open source, il faut démontrer que ça crée vraiment de la valeur. Il y a certains avantages, certains inconvénients. Il faut vraiment bien le prendre en compte. Il faut vraiment regarder ça dans la vision d'entreprise et comment on va le gérer et où ils veulent aller et est-ce que c'est possible rapidement de le mettre en place ou s'il faut y avoir plusieurs étapes pour pouvoir y arriver et le prendre en compte. Et donc, il faut prendre le choix de l'outil dans la vision quelle l'entreprise et pas une vision court terme sur 3 mois, mais plus globale là-dessus. Euh, Par exemple, on peut se dire, bah, j'ai des profils fonctionnels, mais je sais que je peux essayer de les faire monter en compétences techniquement, que je vais recruter des profils et que je vais avoir des développeurs aussi qui vont automatiser. Donc, on va peut-être pas aller sur une solution no code ou low code, mais peut-être une solution plus Selenium, Cypress ou Playwright, parce que c'est la vision qu'on veut avoir et pouvoir développer de cette manière-là. Donc il faut vraiment regarder cette culture-là et faire attention à cela. On arrive à la fin de cet épisode. Ce que je peux vous dire, pour récapituler, il faut vraiment toujours partir du contexte avant de choisir votre outil, de vérifier la compatibilité technique et l'intégration dans votre écosystème applicatif, de s'assurer que vous avez un bon support et une documentation faible, et surtout ne pas négliger le profil et les compétences des personnes qui vont automatiser et maintenir ces cas de test. C'est vraiment la clé pour que ça marche bien. Et pour terminer, ne vous fiez pas
à la hype, aux tendances, avant d'adopter un outil, testez-le avec un POC. Il n'y a rien de mieux que de le prendre en main, de voir les difficultés d'installation, de configuration et de gestion avec quelques scénarios clés. Comparez-le avec d'autres outils, comparez-le avec la facilité d'implémentation, de maintenance et d'exécution et prenez votre choix de manière beaucoup plus sereine et efficace sur le long terme et sur vos objectifs que vous êtes fixés. N'hésitez pas à me parler de la façon dont vous choisissez vos outils. Si j'ai oublié quelque chose, voilà, n'hésitez pas à me partager votre retour d'expérience, que ça soit en commentaire sur ce podcast ou sur mon profil LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.